Pour cette fin d'année, j'ai décidé de réunir des personnalités d'univers différents afin qu'ils nous fassent le bilan de l'année 2017. On va tout de suite commencer avec notre première invitée. Alors, nous sommes avec Ina Modia pour parler des événements qui l'ont le plus marqué en 2017. Alors Ina, on t'écoute pour le premier événement. Le premier, je dirais, la marche des femmes. D'accord. C'était un événement incroyable qui s'est produit un peu partout dans le monde et de voir des femmes descendre comme ça dans la rue et revendiquer pour l'égalité et puis plus de droits, c'était quelque chose qui me rappelait un peu mai 68. J'avais l'impression qu'on faisait notre mai 68. Très bien. Et le deuxième événement qui t'a le plus marqué en 2017? Le deuxième, je dirais, la sortie du film de Daouda Coulibaly, Boulou, où j'avais mon premier rôle au cinéma et c'était une expérience incroyable. D'accord. Tu peux un peu nous parler du film, de ton rôle, de quoi il s'agit? Le film, en fait, est un film de genre africain qui a été tourné entre le Mali et le Sénégal. Et ça parle de l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se battent pour s'en sortir dans la vie avec les armes qu'ils ont. Et donc moi, je suis la sœur. D'accord. Et le troisième événement? Le troisième événement, je dirais qu'on a célébré les 1 an de la Maison des Femmes avec 11 000 consultations en 1 an. Et ça, c'était quelque chose de très important pour nous. D'accord. Où se trouve la Maison des Femmes? La Maison des Femmes se trouve à Saint-Denis, sur l'hôpital de La Fontaine. Et en fait, elle a sa propre entrée, elle est vraiment indépendante. Et on accueille des femmes victimes de violences de toutes sortes. Et des femmes en détresse qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être guidées. Donc soit vers un service médical ou plutôt vers quelque chose de plus administratif, des psychologues. Vraiment, on s'occupe vraiment d'elles. On les prend sous notre aile. D'accord. Alors, je sais que tu es très engagée parce que moi qui travaille dans l'humanitaire, je te crois souvent dans les événements. Oui. Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés à la Journée mondiale des réfugiés organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et par la mairie de Paris. Pourquoi cet engagement? D'où vient cet engagement? Parce que, en ayant grandi en Afrique, en étant africaine, j'ai vu des choses qui me dérangeaient et que j'avais envie de changer. Et avec le temps, j'ai voulu commencer à militer parce que j'ai moi-même été excisée quand j'étais enfant à l'insu de mes parents. Donc pour moi, c'était un point de départ. J'avais envie que jamais aucune autre petite fille ne vive ce que j'avais vécu. Et donc ça a commencé de là et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux violences faites aux femmes, aux différentes formes de violences. Et puis après, à l'accompagnement médical des femmes dans des zones plus reculées en Afrique avec des formations de sages-femmes via la MREF. Et comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à aussi faire ma part. Très bien. Et qu'est-ce que tu attends de l'année 2018 comme changement pour les violences faites aux femmes et pour le monde humanitaire en général? Qu'est-ce que tu attends en 2018? Quelque chose qui semble complètement fou à dire en 2017, j'attends qu'il n'y ait plus d'esclavage en 2018. Parce que ce qui se passe en Libye ou ailleurs, parce que ce n'est pas qu'en Libye que ça se passe, j'aimerais que les gouvernements de chaque État fassent en sorte que ces ressortissants ne se retrouvent pas dans des situations comme ça. Parce que c'est leur rôle de protéger leur population et leur jeunesse surtout. Absolument, et surtout quand on sait que ça existe dans des endroits bien précis, c'est leur rôle aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe et faire entrer leurs ressortissants. Donc pour moi, ça c'est très important. Et puis j'espère qu'en 2018, il y aura encore plus d'avancement sur l'égalité homme-femme. Et qu'est-ce que j'espère? Une société plus positive, parce qu'avec les difficultés, parfois, on a tendance à avoir un petit peu de déprime dans les rues, dans les foyers, dans les pays. Donc, j'aimerais quelque chose de plus positif. Très bien. Merci Ina. De rien. Alors, nous sommes avec Lila Taleb de la revue de Lila pour parler de son année 2017, comme pour nos autres invités. Alors, Lila, quel est l'événement qui t'a le plus marqué cette année? Alors bonjour Charlotte, j'ai trois moments cette année qui m'ont beaucoup marquée. Le premier, ce serait, je dirais, la Fashion Week Haute Couture en juillet 2017. J'ai été très impressionnée par le défilé de Ziad Nakat qui m'a beaucoup marquée. Il a vraiment dépassé tout ce que j'espérais au niveau de la création, du style, de la couture. Je trouve que c'est un des défilés préférés de toutes les
Fashion Week que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Et j'en ai fait beaucoup. Et non, vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et c'était un de mes moments favoris dans la mode, en tout cas, cette année. D'accord. Après, j'ai un autre moment qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est mon voyage à Cuba avec d'autres blogueuses. Et le troisième moment, je dirais que ça a été mon passage dans les Reines du Shopping qui m'a vachement propulsée dans le milieu du blogging et de la mode qui a C'était quand? C'était en janvier, début d'année. Depuis ce moment, je pense que j'ai commencé à vraiment beaucoup évoluer dans le monde du blogging et voilà, c'est à partir de là que je me suis vraiment investie à fond et que j'en ai fait mon métier. Donc ça a été un grand moment. Depuis combien de temps tu as un blog? Mais j'ai toujours eu un blog en fait. J'ai commencé il y a 10 ans, à l'époque c'était les Skyblogs. Et là, mon blog actuel que j'ai, la revue Lila, ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans au mois de mars. Et c'est plus pro quoi. Avant, c'était vraiment un passe-temps, je le faisais pour m'amuser, c'était rigolo, je m'amusais bien. Et je m'amuse toujours autant maintenant, mais c'est devenu plus un métier. C'est super. Ouais, alors moi, cool. je te crois souvent à la Fashion Week, prêt-à-porter comme haute couture. Ouais. À part Ziad Nakad, que nous aussi, on aime énormément chez Amina Magazine, il a d'ailleurs fait... il a habillé la couverture de notre numéro de décembre avec Bonon Wateba. Ouais. À part Ziad Nakad pour la haute couture, qui t'a le plus marqué pour le prêt-à-porter, on va dire? Pour le prêt-à-porter, celui qui m'a aussi énormément marqué, c'est Elisab. Et là, pour le coup, j'ai été très, très, très touchée parce qu'il a vraiment... c'est toujours fabuleux, quoi. De toute façon, quand on va à un défilé Elisab, on sait que ça va être un grand moment et qu'on va en avoir plein les yeux. C'est du show, c'est Elisab. Et surtout lui, en tant que personne... Il est génial. C'était un des meilleurs moments. En plus, j'étais au premier rang du défilé, en face de mon icône mode favorite, Olivia Palermo. Donc, qui adore Ellie aussi. Oui, elle est tout le temps à ses défilés. Là, juste en face d'elle, j'étais trop heureuse. Donc voilà, c'était... Très bien. Et qu'est-ce que tu attends de l'année 2018 ? J'attends de l'année 2018 d'évoluer encore comme j'ai évolué aujourd'hui. En tant qu'influenceuse. En tant qu'influenceuse. J'ai plein d'autres projets bien sûr par la suite. À côté de ça, je suis personal shopper et conseillère en image. Je ne suis pas que influenceuse. Donc vraiment développer ce métier de personal shopper dans lequel je me sens vraiment bien. Je prends un plaisir fou à habiller des filles qui n'ont pas confiance en elles. Je leur donne confiance en elles. J'ai envie qu'elles se sentent belles et du coup, j'ai envie de vraiment développer ce côté-là. On sait tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Lila d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes avec Andrea, qui est influenceuse mode et lifestyle, pour parler de ton année 2017. Oui. Alors, quelle a été pour toi la marque qui a été la révélation de cette année ? Honnêtement, la marque qui a été la révélation de l'année pour moi, c'était Pretty Little Things. Donc beaucoup l'ignorent, c'est une marque anglaise. Et pour le coup, pour leur implantation au niveau du marché français, ils se sont bien sortis. Ils ont sorti une collection capsule avec Kourtney Kardashian. Et là, c'était vraiment topissime. Tout le monde a adoré. Il y avait des pièces vraiment superbes. D'accord avec toi. Alors, depuis combien de temps tu es influenceuse? Et je sais que tu fais des études de marketing. Comment est-ce que ça a débuté tout ça? J'ai eu plein d'amis qui m'ont dit « Mais Andrea, tu devrais te lancer dans tout ce qui est blogging, etc. » Je me suis dit « Bon, ça ne me coûte rien et voilà, j'ai du temps, donc je vais le faire. » Donc j'ai commencé il y a 2 ans, ça c'était vraiment pour une passion. Et de manière professionnelle, là maintenant, ça va faire bientôt 1 an que je le fais. Donc voilà. Et maintenant à toi, parlons de toi. Alors moi, je suis écrivaine depuis 2009. Mon premier roman est paru en 2009 et le deuxième en 2013. D'accord. Et j'ai atterri chez Amina Magazine le 6 janvier 2014. Ah oui. Voilà, donc c'était mon entrée dans la presse. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai des rubriques qui vont de la société, de l'actualité. J'ai aussi une rubrique historique qui s'appelle Rétrospective Icône, où je parle des femmes qui ont marqué l'histoire. Et je travaille aussi, ça c'est mon vrai métier parce que moi j'ai fait des études de politique et d'économie. Je suis consultante en exécution de programmes humanitaires et programmes de développement économique. Mais dans mon métier, dans l'humanitaire et le développement économique, c'est assez compliqué. Surtout ces dernières années, on a eu des crises sérieuses avec les réfugiés. On a eu le virus Ebola. Et ma zone, en fait, c'est un peu le Moyen-Orient.
Donc, parfois, je travaille un peu en Afrique centrale parce qu'il y a un Sénégalais, un compatriote à moi qui est consultant senior et sa zone, c'est l'Afrique centrale. Et lui, je travaille un peu avec lui. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est un homme extraordinaire qui est très, très impliqué dans le respect des droits de l'homme. Mon rôle, c'est vraiment d'écrire les exécutions de programmes afin que quand on est sur place, quand les observateurs, les médecins, l'aide humanitaire, quand toutes les personnes qui travaillent avec ces équipes-là arrivent sur place, que je leur dise de A à Z ce qu'ils doivent faire afin que leur mission soit réussie et qu'ils aident le maximum de personnes sinistrées ou de personnes en danger ou de personnes malades. Donc voilà, ça c'est mon vrai métier. Amina, j'ai une très grande chance de travailler dans un magazine qui existe depuis des années, 1972. Moi, quand j'étais petite, je voyais Amina chez moi, je voyais mes tantes lire Amina. Donc c'est un honneur de travailler chez Amina, de pouvoir écrire et toucher autant de femmes à travers le monde. Mais en tout cas, c'est tout à ton honneur parce qu'un petit bout de femme comme ça, tu fais tout ça, c'est exceptionnel et je pense que ça peut être un exemple aussi pour la jeunesse. Merci, c'est gentil. Alors, moi, je voudrais savoir ce que tu attends de l'année 2018. En fait, moi, vu que je suis issue, mes parents sont originaires de la Côte d'Ivoire, donc de l'Afrique de l'Ouest, une ancienne colonie française, comme on le sait tous. Cette année 2017, je pense que grâce à certains intervenants et aussi à certaines fortes têtes, comme exemple Kémy Séba, donc on voit qu'en fait la diaspora africaine commence un peu à se réveiller et les jeunes commencent un peu à prendre conscience de qui ils sont et vers où ils veulent aller. Donc moi je trouve ça très bien. Les idées commencent à fuser, etc. On voit plein de démarches à l'initiative des jeunes. Donc je trouve assez bien que les jeunes décident de se réveiller et commencer à créer quelque chose qui sont pour eux et pas pour les autres. Merci à toi, Andrea. Merci à toi, Charlotte. À nos questions et à notre invitation. Ce fut un plaisir. Alors, nous sommes avec Harry Roselmack pour parler de l'année 2017. Alors, quel est le bilan de cette année, Harry? Alors, le bilan, à titre personnel, ça a été une année de découverte, puisque depuis 2 ans et demi, je suis sur un projet complètement nouveau pour moi, qui est le cinéma. Et j'ai terminé ce film que j'ai commencé il y a 2 ans et demi cette année. Félicitations. Donc, merci. Ça a été un projet magnifique par les expériences nouvelles, par l'énergie. Ça a été un projet compliqué aussi, un projet très lourd. Donc voilà, c'est un bilan qui est contrasté, mais moi je suis un garçon optimiste et je vais retenir que le bon. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de livrer ce projet au public et de pouvoir repartir sur un autre. Donc c'est que ça n'a pas été si terrible que ça. Après, d'un point de vue plus général, l'année 2017 a été marquée, mais comme souvent, par des événements forts et un peu en sens contraire. Il y a eu 2 signaux qui ont été extrêmement forts, qui ont été donnés l'un par mon pays, la France, et l'autre par les États-Unis. Où d'un côté, on a eu l'élection d'un candidat, Donald Trump, qui s'est illustré avant son élection et depuis son élection par des positions très tranchées, très inquiétantes à beaucoup d'égards et par une forme d'impulsivité qui étonne un petit peu à ce niveau de responsabilité. Il est quand même à la tête de la première puissance mondiale. Oui, un peu dangereux. Et puis de notre côté, on a eu aussi cette tentation d'une ou d'un leader radical, puisqu'on a eu au 2e tour de la présidentielle Marine Le Pen, et finalement la société française, j'avais pas beaucoup de doutes là-dessus, mais a fait le choix d'un président qui donne plus de signaux d'espoir et de positivité que le choix radical qui aurait pu être fait. Oui. Donc on va parler de Fracture, ton film. Est-ce que tu peux nous dire de quel sujet il traite et de quoi il s'agit? Alors mon film Fracture, il parle justement de cette société en souffrance, de cette société qui se fracture. Nous en France, on vit dans le fantasme de l'indivisibilité, de l'unité. La République française, elle est censée être une, et on est censé être un corps social unique et unifié. La société française, elle n'est pas unique.
Elle n'est pas unifiée, elle est au contraire en train de se fragmenter. Les communautés sont de plus en plus nombreuses parce que beaucoup de Français se font une identité, mettre au premier plan de leur identité, non pas le fait qu'ils soient français, mais le fait qu'ils soient habitants d'un quartier, ou ayant une confession religieuse X ou Y, ou ayant une appartenance politique X ou Y. Et forcément, à partir du moment où vous vous définissez à partir d'un critère qui est un critère clivant, qui n'est pas un critère qui unit tous les gens qui sont autour de vous et qui vivent avec vous, bah, ça génère des tensions. Alors ce que j'ai voulu raconter dans mon film, c'est effectivement cette société fragmentée, avec ces tensions qui existent, en mettant sur un bateau où il y a une fête des archétypes de cette société française d'aujourd'hui, en les faisant se confronter les uns avec les autres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'optimiste et j'ai voulu démontrer qu'on est tous des êtres humains. On crée du lien naturellement en parlant les uns avec les autres. Et ce film, c'est le réveil de l'humanité qui parfois disparaît derrière les idéologies très fortes, et deux, les vertus du dialogue. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu attends de l'année 2018 ? Je pense qu'il faut de l'utopie. Donc, je vais être un peu utopiste et j'aimerais qu'on progresse sur quelque chose sur lequel on n'a pas progressé depuis des siècles. C'est les maltraitances que l'on peut infliger à d'autres êtres humains. Et c'est le fait qu'on ne sache pas toujours prendre soin les uns des autres et pas toujours placer l'humain au premier rang de nos préoccupations. J'ai envie de demander à tout le monde d'être très vigilant aux signes de maltraitance. On est à Paris, chaque hiver, il y a des gens qui dorment dehors, sur des cartons dans la rue. Tout ça n'est pas normal. Alors, je sais que c'est utopiste de dire ça, je sais que c'est de bons sentiments, mais essayons chacun de faire un petit peu. Et si chacun en fait un petit peu, ces situations-là, elles vont finir par régresser. Très bien. Merci beaucoup, Harry, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous sommes avec Alia Chergui pour parler des 3 événements qui t'ont le plus marqué en 2017. Alors, dis-nous, quel est le bilan de l'année 2017 ? Alors le bilan de l'année 2017, c'est beaucoup de Fashion Week, beaucoup de voyages et puis beaucoup d'événements en général, et vraiment j'ai adoré cette année. Alors quel est le défilé qui t'a le plus marqué à la Fashion Week, disons, haute couture ? Alors pour la Fashion Week haute couture, j'ai adoré le défilé de Ziad Nakad. Donc c'est vraiment un de mes créateurs préférés en haute couture, il fait des robes somptueuses. Il est connu dans le milieu de la mode, mais pas par le grand public, je trouve. Et vraiment, c'est un créateur pour moi vraiment talentueux. Alors, Ziad Nakad a habillé notre couverture du numéro de mois de décembre qui a été faite par Bonang Matepa. Et c'est vrai que ces robes sont magnifiques. Incroyable. Et prêt-à-porter, est-ce que tu as fait une Fashion Week à part Paris qui t'a marqué ? Oui, alors cette année, j'ai fait la Fashion Week Portugal, donc il y a quelques mois. Enfin, il y a un mois. On a vraiment enchaîné tous les créateurs de la Fashion Week. Et vraiment, c'est vrai qu'il y en avait des très talentueux, des connus, des pas connus. Et vraiment, voilà, c'était super cool. C'était très fatigant, mais super cool. Et est-ce que tu peux comparer Paris et Lisbonne, c'est ça ? C'était alors Lisbonne et Porto. D'accord. Mais oui, Paris et Lisbonne, j'ai vraiment préféré Paris que Lisbonne. Mais c'est vrai qu'après, là, pour le coup, c'était vraiment... j'ai fait vraiment tous les créateurs. Donc voilà, ça m'a permis aussi de voir plein de nouvelles choses. Donc vraiment voir la tendance du coup de l'année prochaine. Et voilà, mais c'est vrai que oui, je préfère la Fashion Week Paris. Et sinon, d'autres événements qui t'ont marqué ? Mes voyages, alors c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Un voyage qui m'a marqué, c'était Cuba. Donc j'ai vraiment adoré les gens là-bas, ils étaient vraiment d'une gentillesse, il y avait c'était un pays un petit peu pauvre, un petit peu reculé par rapport à la France, mais vraiment tu voyais ces sourires sur ces visages, c'était vraiment touchant. Et d'autres voyages t'ont marqué ? J'ai adoré Capri, qu'on avait fait juste avant, donc on l'a fait vraiment en tête-à-tête et
c'était vraiment, vraiment, pour moi, la ville des amoureux, quoi. C'était vraiment romantique. On a fait on a fait un petit tour de bateau, donc tout l'île de Capri. On a pu passer sous l'arche, je ne sais plus comment ça s'appelle, Fariglioni, je ne me souviens plus. Mais vraiment, c'était magique, c'était plein de poésie. Et puis voilà, on a fait aussi le Maroc récemment. Et puis Monaco avec Givenchy, où on a pu découvrir le spa Givenchy. Alors Alia, moi je te parle souvent de mon travail dans l'humanitaire et je sais que tu fais beaucoup de dons et que tu t'intéresses à cette cause. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en ce moment Donc en ce moment, il y a l'affaire avec les Rohingyas, où tout le monde s'est mobilisé sur les réseaux sociaux, peut-être pas sur les médias, mais au moins sur les réseaux sociaux. Et vraiment, je trouve ça énorme parce que c'est vrai qu'on a, le peuple musulman n'a pas l'habitude d'être mis en avant et aidé, je trouve, dans le monde et surtout en France. Et là, pour le coup, vraiment tout le monde s'est mobilisé pour les aider. Donc, ils ont réussi à mobiliser, je crois, un peu plus d'1 million, 1,3 million. La dernière fois que j'ai regardé, c'était ça. Et vraiment, ça m'a vraiment touchée. Si je pouvais, je pense que j'y serais parce que vraiment, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, et là, c'est vrai qu'ils ont pu avoir de l'aide médicale. Ils ont pu créer des points d'eau dans le camp et puis ils ont pu créer des écoles. Ouais. Donc voilà, vraiment, je trouve ça énorme et voilà, je suis vraiment contente. Après, c'est vrai qu'il faut toujours en faire encore plus parce que voilà, c'est pas fini. Il ne faut pas après passer à autre chose parce que je pense qu'ils ont encore besoin de nous. Et voilà. Et vraiment, je suis contente en tout cas de ça. Très bien. Bonjour, c'est Ina Modja. Pour l'année 2018, je souhaite aux lectrices et aux lecteurs de Amina tout le bonheur du monde, du succès dans vos entreprises et un monde plus positif. Alors pour l'année 2018, je souhaite à toutes les lectrices de Amina Magazine de se sentir bien et belles dans leur peau toute l'année. Donc pour l'année 2018, ce que je souhaite pour les lecteurs et lectrices d'Amina, c'est tout d'abord la santé, parce que la santé, c'est ce qu'il y a de primordial dans la vie, et aussi que tous vos vœux de cette nouvelle année se réalisent. Bisous. Alors, ce que je souhaite aux lecteurs et aux lectrices d'Amina pour 2018, c'est pensons aux autres et essayons de leur apporter un peu de réconfort, du bonheur si c'est possible, et en tout cas de l'écoute. Donc voilà, soyons à l'écoute les uns des autres. Alors, pour les lectrices d'Amina Magazine, je souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et plein de réussite. Je vous fais des gros bisous. Tell me I have changed, but I'm the same me. Don't say me inside.